Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour un webinaire Social Builder autour de la thématique s'entourer pour créer son identité visuelle avec Lola Benzazon. Je suis Jovana Trajkovic, je m'occupe des communautés chez Social Builder et nous allons donc passer 1 heure ensemble. De ces 1 heure, on aura une session de questions-réponses de 15 minutes qui sera prévue, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et je les traiterai avec Lola à la fin. Lola, je te laisse la parole. Ça marche. Merci déjà pour l'invitation et puis bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là et je vais essayer de vous transmettre du coup un maximum de conseils pour vous aider. Je lance le petit partage d'écran du coup de la présentation et c'est parti. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de comment bien s'entourer pour créer votre identité visuelle. Donc je vais essayer vraiment de vous apporter des conseils sur comment choisir votre graphiste, comment aussi gérer la relation et comment créer un brief créatif qui fasse sens. Donc pour la petite présentation, donc moi je m'appelle Lola Benzazon. Comme ça a été dit, je suis graphiste et c'est vrai qu'on a tous un petit peu notre spécialisation là-dedans. Et donc moi aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment de venir traduire visuellement et de votre projet, donc à travers le choix de typographie, de couleurs et d'éléments graphiques, pour du coup venir créer un univers visuel qui vous ressemble, dans l'objectif du coup de créer une connexion émotionnelle avec votre client idéal. Et mon intention à travers mes accompagnements, du coup, c'est vraiment de vous apporter toutes les clés pour communiquer ensuite avec fierté, confiance et aussi beaucoup de plaisir sur votre activité. Moi, je suis spécialisée dans la création d'identités visuelles que j'aime appeler émotionnelles. Le côté émotionnel me tient beaucoup à cœur. Je suis persuadée que c'est comme ça qu'on va réussir à créer de l'interaction avec les gens qu'on souhaite toucher. Et je développe ensuite tous les outils de communication nécessaires à déployer du coup l'identité visuelle, donc de la communication sur des outils papier et aussi digitaux. Et je propose aussi maintenant des séances de conseils qui sont là pour vous apporter du coup un maximum de valeur aussi sur un petit temps et essayer de débloquer vos problématiques. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce que je propose. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et dans le programme d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par 5 conseils pour trouver le graphiste qui vous correspond parce qu'un graphiste pour une personne A ne sera pas forcément le bon pour une personne B. Donc, l'idée, la première étape, ça va être de venir bien définir vos besoins, de comprendre déjà quels sont les outils que vous avez envie de créer. Donc, ça peut être une identité visuelle, mais encore d'autres supports de communication. Vous pouvez avoir peut-être besoin d'un site web, de brochures, d'outils pour vos réseaux sociaux, de templates de propositions commerciales ou autres. L'idée, ça va être vraiment d'éclaircir en fait vos idées pour ensuite savoir vers qui vous tournez, parce que comme je le disais, on a tous des spécialisations un petit peu différentes. Si vous avez besoin d'illustration, il va falloir vous tourner vers des graphistes illustrateurs. Si vous avez besoin d'identité visuelle, du coup d'un graphiste qui va être dans ce secteur-là, etc. Et ensuite, une fois que vous avez défini un petit peu les supports que vous souhaitez créer, l'idée, ça va être vraiment de réfléchir aussi à vos attentes par rapport à ces supports-là et de comprendre aussi les résultats que vous souhaitez atteindre. Est-ce que ça va être juste de la visibilité, juste entre guillemets? Est-ce que c'est un résultat de visibilité, de notoriété? Est-ce que vous avez besoin d'inspirer confiance? Si vous avez déjà une identité visuelle et que vous sentez que vous ne touchez pas votre client idéal, ça peut être justement un problème de positionnement par rapport à l'univers que vous avez créé. Donc tout ça, c'est vraiment important de l'avoir défini pour venir donner ces informations en fait au graphiste pour qu'il vous guide au mieux dans ce qui est nécessaire pour vous. Ensuite, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre en compte notre manière de fonctionner et du coup de voir ce qui est important pour nous dans une collaboration avec un prestataire. Dans le sens où, par exemple, il y en a qui vont avoir déjà des idées très claires et qui vont plus rechercher, par exemple, un graphiste exécutant. Donc, vous allez donner l'idée à un graphiste et lui, il va juste mettre en œuvre tout ça. Ou alors, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui a un côté plus créatif pour vous guider, en fait, dans toute cette démarche-là,
et vous appuyer en fait sur lui et du coup lui faire confiance aussi dans le développement de tout ça. Ensuite, c'est intéressant aussi de comprendre, de définir un petit peu le délai dans lequel vous avez besoin de recevoir du coup les livrables. Donc tous les livrables, c'est vraiment les supports que le graphiste va vous livrer à la fin. Pour ensuite vous permettre de développer votre activité dans le timing que vous vous êtes donné, et aussi du coup de réfléchir à un budget maximum que vous êtes prêt à investir, sachant qu'il y a tous les budgets possibles pour votre identité visuelle. Ça peut aller de 50 € comme à 5 000 €. Donc, c'est aussi la valeur que vous allez donner à cet univers en fait que vous avez envie de créer, dans lequel vous avez envie de faire rentrer votre public cible. Ça va aussi définir un petit peu aussi du coup le budget que vous êtes prêt à allouer à ça. Il y a des personnes pour qui la recherche de l'esthétique, ça a beaucoup plus d'importance que pour d'autres. Donc voilà un petit peu. Une fois que vous avez défini vos besoins, c'est le moment de commencer à aller chercher des personnes vers qui vous tournez, des personnes à contacter. Et pour ça, donc, il y a principalement deux biais. Donc, le premier, c'est la recommandation. Vous pouvez déjà solliciter votre entourage et votre réseau. Donc, ça permet vraiment d'aller poser directement la question sur comment s'est passée la collaboration. Est-ce que la personne elle est contente du processus qui a été livré par le graphiste, et aussi les résultats. J'apporte un point d'attention quand même là-dessus. C'est ce que je disais en introduction. Un prestataire qui vous est recommandé, ça ne veut pas forcément dire qu'il correspond à vos besoins, dans le sens où on a tous des besoins différents. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller analyser ça dans un premier temps. Et du coup, voilà, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que la personne qui vous recommande la personne. Donc, même si c'est une recommandation, c'est important de découvrir le profil du prestataire, de regarder un petit peu aussi son travail, etc. On y passera après dans les étapes suivantes. Et du coup, le deuxième biais, c'est de regarder donc, sur Internet, mais c'est très, très vaste. Donc, vous pouvez soit chercher, par exemple, sur Google, tout simplement les graphistes à proximité, si ça vous tient à cœur de travailler en local, de développer un petit peu l'activité en local aussi. Et après, sur les réseaux sociaux, donc pour vous donner un petit peu des exemples de mots-clés que vous pouvez taper graphiste freelance, graphiste indépendant, designer graphique aussi. C'est un terme qu'on emploie beaucoup. Designer de marque, ce genre de choses. Là encore, c'est intéressant de voir le travail, etc. Et en autre recours, vous pouvez aller sur des plateformes de freelance, donc comme Malte, graphiste.com ou encore freelance.com. Donc ça, c'est des plateformes qui regroupent des dizaines de milliers de freelances. Donc, ce n'est pas forcément facile de faire le choix, mais en tout cas, ça peut aussi vous donner déjà des personnes à contacter comme ça. Et donc, c'est vraiment important de prendre le temps aussi de lire les témoignages et les avis des précédents clients que ces personnes ont eus, pour vous donner aussi un petit peu une idée de ce qui a été fait et de comment ça a été perçu aussi par les autres clients. La troisième étape ensuite, qui est vraiment une des plus essentielles, c'est de regarder le portfolio de ces personnes-là. Donc, ça peut sembler évident, mais c'est un point essentiel, et du coup de vraiment ressentir si les projets qui sont présentés, ils vous plaisent. Est-ce que aussi vous trouvez que c'est assez qualitatif? Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir vous projeter vraiment dans ces créations-là pour que ce soit appliqué à votre propre univers? Et aussi au niveau du style graphique, donc là dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des graphistes qui vont être plus au niveau de l'illustration, d'autres qui vont avoir un style graphique plus épuré. Enfin, il y a vraiment plein de styles. C'est très éclectique. Et du coup, c'est vraiment important de réussir à sentir un petit peu cette sensibilité-là chez les personnes que vous avez envie de contacter. À cette étape, je vous recommande de sélectionner 2 à 3 graphistes que vous allez contacter pour échanger avec eux. Parce que si vous en avez des dizaines, vous allez peut-être facilement vous perdre aussi dans les échanges, et ça va être très chronophage. Et déjà, en général, avec 3 prestataires présélectionnés, ça va vous aider à trouver normalement le bon. Donc, la 4e étape, ensuite, c'est vraiment de rencontrer la personne. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir un premier échange par téléphone.
Et du coup, en amont de la rencontre, vous pouvez déjà donc parcourir son site, les réseaux sociaux, regarder si vous êtes sensible à sa façon de s'exprimer, donc à travers ses mots, etc. On sent beaucoup l'énergie déjà de la personne. Et aussi de regarder un petit peu si le processus des projets est expliqué et est-ce que déjà vous avez l'impression que ça peut vous correspondre. Si vous sentez qu'il y a des questions qui ne sont pas, dont la réponse n'apparaît pas sur les contenus de la personne, sur le site, etc., ça peut être intéressant de faire une petite liste de vos questions pour être sûr de rien oublier lors de votre échange, parce que du coup, on est dans l'émulation de tout ça et on peut vite oublier des choses. Et du coup, au premier contact, donc vraiment privilégier encore une fois un contact par téléphone ou en visio d'ailleurs, si c'est possible. Et c'est intéressant de porter votre attention sur l'écoute de la personne. Est-ce que la personne, le graphiste du coup, est vraiment là pour comprendre votre projet, comprendre votre besoin et vous orienter dans la meilleure direction possible pour vous. L'idée, ce n'est pas de vous vendre un service tout fait qui ne vous correspond pas, mais vraiment de venir définir ce qui est bon pour l'évolution de votre propre projet et c'est spécifique à chacun. Et du coup, être sûr aussi que la personne, elle est à même de répondre à vos questions et qu'elle a l'envie aussi de vraiment vous apporter son aide et ses conseils. Et du coup, suite à ces échanges-là, c'est vraiment aussi important de vous sentir en confiance avec le prestataire que vous allez choisir. Donc, c'est un point de vigilance parce que si vous n'avez pas confiance dès le départ, le projet risque de ne pas forcément très bien se passer. Donc voilà, le bon feeling pour moi c'est aussi essentiel pour une relation gagnante-gagnante avec vos prestataires. Ça vaut pour un graphiste, mais en vrai ça vaut pour tout type de prestataire à qui vous allez avoir envie et besoin de déléguer des choses. Et le cinquième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vraiment planifier un petit peu à l'avance parce qu'en tant qu'indépendant, on prend un nombre de projets limité en simultané pour pouvoir répondre vraiment aux besoins des clients. Par exemple, personnellement, pour les identités visuelles, je prends que 2 projets en même temps, tout simplement parce que ça demande vraiment de s'immerger pleinement dans l'entreprise, dans l'univers de la personne. Et si j'ai 5 projets en même temps, mon esprit créatif, il va être divisé par 5. Et pour moi, c'est essentiel en fait de rester focus sur le projet de mes clients. Donc, du coup, qui dit nombre limité de projets, dit parfois un petit peu d'attente aussi avant de démarrer un projet. Et en plus de ça, créer une identité visuelle. Si vous avez vraiment envie qu'il y ait un aspect un petit peu stratégique et de réflexion pour que ça soit le plus pertinent possible par rapport à vos clients idéaux, ça prend quand même du temps, du coup, de réflexion en amont. Et en général, il faut compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon l'ampleur du projet. Donc, si vous voulez juste une identité visuelle ou avec des supports de communication et ou un site web, forcément, la durée du projet, en fait, est plus ou moins grande. Et du coup aussi, si vous êtes dans l'urgence, vous risquez de choisir un prestataire par défaut parce que ça sera le seul disponible. Et du coup, avec du recul, vous allez peut-être être déçu et ne pas forcément pouvoir vous tourner vers la personne que vous désiriez de base. Donc voilà un petit peu pour ces 5 conseils pour choisir le bon graphiste pour vous. Donc, je récapitule. Donc, le premier, c'est de définir vos besoins. Le deuxième, de trouver les graphistes à contacter, donc soit par recommandation, soit sur Internet. De regarder les portfolios de ces graphistes-là. Ensuite, d'échanger pour vérifier qu'il y a un bon feeling et que la personne est adaptée pour répondre à vos besoins identifiés au départ. Et ensuite, du coup, de prendre quand même ce temps de planification en amont. Donc ensuite, on va voir un petit peu quelles sont les bonnes questions à se poser pour rédiger du coup le brief créatif. Donc le brief créatif, c'est vraiment la première étape de la collaboration pour vraiment permettre aux graphistes de comprendre toute l'envergure du projet, de comprendre à qui vous allez créer, etc. Donc, en fait, plus vous allez prendre ce temps de réflexion, plus vous allez transmettre des informations précises à votre graphiste, plus il pourra rentrer justement dans votre univers et proposer un résultat qui est cohérent.
à la fois par rapport à vos attentes et aussi par rapport aux besoins du coup de votre client de cœur. Et donc, à mes yeux, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à un brief créatif, mais à mon sens, en fait, c'est aussi notre rôle en tant que graphiste de vous accompagner et de vous guider dans tout ce processus de questionnement au final à travers un petit questionnaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et on est nombreux à fonctionner comme ça. C'est vraiment un questionnaire qui permet de s'immerger pleinement dans votre identité de marque pour venir ensuite nous nourrir notre créativité, en fait. Là, je vais quand même vous donner un petit peu les étapes. Donc, c'est ma façon de fonctionner, c'est un petit peu les étapes de mon questionnaire. Et du coup, ça va vous permettre de réfléchir, si vous le souhaitez, dès maintenant, pour vous faire gagner du temps ensuite lorsque vous contacterez un graphiste pour collaborer avec lui. Donc, ce questionnaire immersif, comme je l'appelle, l'idée, c'est vraiment de revenir au fondement de votre activité à travers, du coup, ce qu'on appelle l'ADN de marque, qui va donc venir… l'idée, c'est de répondre, en fait, à tout un processus de questions pour encore une fois, du coup, venir définir vos fondements. Donc, la première étape, ça va être de revenir à votre entreprise au niveau, ne serait-ce que de son nom. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi vous avez voulu donner ce nom-là à votre entreprise? En général, il y a un sens derrière. Et tout ça, c'est des informations qui sont importantes parce qu'à travers quelques mots-clés que vous allez nous donner, des fois, il y a quelque chose qui va ressortir et qu'on va pouvoir utiliser du coup dans l'univers visuel. C'est intéressant aussi du coup de regarder si vous avez envie de donner un slogan ou une baseline. Donc, c'est une phrase courte de quelques mots qui vient souligner ce que vous faites à travers votre activité. Parce que des fois, le nom de l'activité ne représente pas forcément les produits ou services que vous proposez. Et du coup, ce slogan ou cette baseline, ça va venir un petit peu poser tout ça. Ensuite, c'est intéressant de regarder votre pourquoi. Pourquoi, du coup, vous avez décidé de lancer votre activité, votre marque, et du coup, quelle est la raison d'être vraiment de votre entreprise. C'est un petit peu lié avec la vision, c'est en corrélation. Donc, votre vision, c'est vraiment sur le long terme, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre activité et comment vous voulez contribuer, donc à la fois au monde et en même temps par rapport à vos clients. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision à court et moyen terme, voire long terme si possible, parce que votre niveau d'avancée aujourd'hui, c'est pas forcément, c'est sûr même, c'est pas là où vous allez être dans 5 ans. Et du coup, avoir cette vision et l'ambition que vous avez dans 5 ans, ça permet aussi de venir un petit peu élaborer cet univers visuel en fonction de ce point d'arrivée que vous voulez atteindre. Et du coup, c'est hyper important pour aller vers quelque chose de plus grand et vraiment vous donner les moyens en fait de communiquer déjà comme si vous étiez au point d'arrivée souhaité. Et ensuite, il y a aussi tout l'aspect au niveau des valeurs que vous souhaitez transmettre du coup à travers votre activité qui est assez essentiel et qu'on prend beaucoup en compte dans le développement derrière de l'univers visuel. Donc, toujours sur l'ADN de marque, on va venir vraiment aussi se concentrer sur votre client idéal, votre client de cœur, je préfère appeler ça comme ça. Et vraiment, l'idée, ça va être de venir comprendre en profondeur du coup qui il est, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont aussi ses habitudes de vie, de consommation, quelle marque il consomme au quotidien. On va venir aussi regarder un petit peu sur quels aspects il porte son attention au moment de passer à l'action, que ce soit sur l'achat d'un produit ou d'une prestation de service. Parce qu'en fait, tous ces éléments-là, c'est aussi ça qui va guider la création. En tout cas, à mon sens, c'est essentiel que votre identité visuelle, elle vous plaise à vous, bien évidemment. Mais si on n'a pas ce lien avec votre client de cœur, on risque de les perdre et de ne pas forcément aller vers un style qui leur correspond. Et si ça ne leur correspond pas, ça risque de ne pas les attirer. Ils n'auront pas envie de rester dans cet univers. Et en fait, c'est ça l'objectif de votre identité visuelle aussi, c'est de donner envie à votre audience de rester dans votre univers pour découvrir le message que vous avez à lui transmettre et lui donner du coup envie aussi de découvrir plus en profondeur ce que vous avez à lui offrir.
Donc, on vient aussi voir du coup les problématiques de votre client idéal, de voir un petit peu voilà, les solutions que vous avez à lui apporter. Et on fait aussi un focus du coup par rapport à vos offres pour aussi regarder en détail ce que vous proposez et la gamme de prix, parce que la gamme de prix aussi, ça va jouer sur le niveau en fait de l'attrait visuel qu'on va donner. Si vous êtes une marque premium luxe, ça ne va pas être du tout le même univers qu'une marque pour les enfants, par exemple. Donc ensuite, on va aussi faire un focus sur les concurrents. Donc l'idée, c'est d'aller voir qui ils sont, pas pour se comparer, bien tout pas ce qu'il faut faire, mais plus pour aller voir leurs forces et leurs faiblesses par rapport à leur communication. Essayer vraiment de voir comment on peut se positionner par rapport à eux pour prendre une place spécifique sur le marché. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir en fait à vous différencier à travers votre communication, donc par votre identité visuelle, mais au final sur tous les aspects. Ça peut être au niveau du message que vous allez transmettre, au niveau de la tonalité des mots, etc. L'histoire que vous allez raconter, le style de photo aussi que vous allez utiliser, etc. Donc, c'est vraiment important en fait d'avoir ça en tête. Qui sont vos concurrents? Qu'est-ce qu'ils font? Comment je fais différemment pour réussir à attirer les clients qui me ressemblent? Et ensuite, du coup, le dernier point, ça va être votre mission. Donc, c'est un petit peu un résumé de ce que vous faites, dans quel objectif et pour qui vous le faites. J'espère que tout est clair. S'il y a des questions ou autres sur un aspect spécifique de tout ce que je raconte maintenant, n'hésitez pas. Giovanna me dira et si c'est des questions plus globales, on y répondra à la fin. Mais vraiment, sentez-vous libre de pouvoir me poser vos questions. Donc ensuite, la deuxième étape du brief créatif, ça va être aussi de regarder vos attentes et vos objectifs, là spécifiquement liés à la création du coup de votre identité visuelle. C'est intéressant de regarder un petit peu les obstacles que vous rencontrez actuellement pour voir un petit peu comment les dépasser et aussi sentir ce qui vous motive à créer votre identité visuelle. Tout ça, c'est des éléments aussi où en fait, des fois, vous allez avoir l'impression peut-être de répéter des choses, mais à chaque fois, il y a des nouveaux mots-clés qui viennent et c'est vraiment ces mots-clés-là dont on se sert pour venir créer l'univers visuel. Donc, l'idée, c'est aussi de comprendre ce que vous recherchez à travers elle, les objectifs, etc. Il me semble que je l'ai déjà dit, excusez-moi pour la répétition. Et aussi de voir un petit peu comment vous allez vous sentir une fois que cet univers visuel sera défini et qui vous ressemblera et que vous aurez vraiment cette petite étincelle en communiquant avec votre activité, autour de votre activité. Et du coup aussi, comment votre identité visuelle, elle peut refléter votre vision justement à long terme. Donc, c'est un petit peu tous les points que j'ai abordés précédemment. L'idée, c'est vraiment d'avoir une identité visuelle durable qui vous suive pendant plusieurs années. Parce que l'idée, c'est de créer une cohérence aussi au niveau de votre image de marque. Et du coup, plus vous allez communiquer avec les mêmes éléments, plus on va vous reconnaître à travers le temps aussi. Et c'est important du coup de ne pas changer tous les 4 matins d'univers visuel. Donc ensuite, on va faire un focus aussi sur le style graphique du coup que vous souhaitez. Pardon, je bois un petit coup. Donc là, l'idée, ça va être de réfléchir à ce que vous souhaitez refléter à travers votre identité visuelle. Donc, dans quelle ambiance et dans quelle atmosphère, en fait, vous avez envie de nous faire rentrer, de faire rentrer votre audience et votre client idéal, du coup, et aussi de réfléchir aux émotions que vous souhaitez qu'ils ressentent en entrant justement dans votre univers. Comme je le disais, pour moi, les émotions, c'est vraiment un point essentiel dans le sens où si on ne passe pas à l'action tant qu'on ne ressent pas une émotion positive. Si on a un doute, si on n'est pas en confiance avec ce qui nous est proposé et l'univers dans lequel on entre, on n'aura pas envie d'aller creuser. Et aujourd'hui, on est submergé de contenu dans tous les sens et mine de rien, cet aspect visuel, il va avoir vraiment une importance fondamentale pour donner envie en fait, d'aller creuser le fond. Donc, en gros, notre métier en tant que graphiste, on s'occupe de la forme
et pour mettre en avant, du coup, le fond. Et du coup, toutes ces émotions-là, c'est ça aussi qui va diriger la création. Si vous souhaitez transmettre des émotions de joie, de dynamisme, ça ne va pas être du coup le même choix de typographie, de couleurs ou d'éléments graphiques que si vous souhaitez transmettre une énergie beaucoup plus douce, apaisante et être un petit peu dans un cocon. Du coup, c'est vraiment toutes ces émotions-là qu'il faut définir en amont. Parce que juste vouloir créer quelque chose de joli, au final, ça n'a pas vraiment de sens. Et nous, en tant que graphiste, on ne sait pas sur quoi se reposer. Et sans avoir du coup ces éléments précis qui viennent de vous, on peut partir en fait dans 1000 directions possibles. Et c'est là que vous risquez de ne pas forcément avoir un résultat qui vous correspond et dont vous êtes satisfait. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir tout ça en tête. Et vous pouvez du coup aussi regarder, vous, en tant que consommateur, que ce soit de produits ou de prestations de services, qu'est-ce qui vous inspire dans les marques que vous consommez? Qu'est-ce qui vous a fait passer à l'action quand vous avez fait appel à un prestataire de service? Regardez un petit peu aussi en termes d'esthétique qui vous inspire et qui attise votre curiosité. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre aussi un petit peu tout ce mécanisme-là. Pourquoi telle marque vous inspire, pourquoi telle marque ne vous inspire pas, que ce soit au niveau visuel, mais ça peut être aussi intéressant de regarder ça au niveau de la tonalité de la communication, parce que ça va vous aider à, du coup, avoir une communication qui vous ressemble et d'aller vers quelque chose qui vous donne envie aussi, parce que c'est très difficile de communiquer sur son activité si on n'y prend pas du plaisir. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose parce qu'on nous a dit de faire comme ça. Il y a 10 000 manières de réussir sa communication et l'objectif, c'est vraiment de trouver ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens et ce qui vous anime. Donc ensuite, je vais vous donner mes conseils pour que la collaboration elle se passe du mieux possible avec vos prestataires de services de manière globale, même si là, c'est axé sur les graphistes. Donc, l'idée, c'est déjà, avant la collaboration, avant de signer un devis, une fois que vous avez fait les échanges avec les différentes personnes, il faut vraiment être au clair sur plusieurs points. Donc, là, le premier, c'est vraiment d'avoir un budget total quand même qui est défini, qui est clair et qui ne risque pas d'évoluer au fur et à mesure du projet. Et aussi d'être clair sur la durée du projet pour être sûr que vous aurez, encore une fois, du coup, la réception des fichiers nécessaires au moment où c'est important pour vous. Ensuite, du coup, je trouve que c'est aussi important d'avoir conscience de toutes les étapes de la collaboration pour comprendre en fait le processus, pour savoir à quel moment la personne en face elle a besoin de vous pour soit transmettre des éléments, soit venir répondre à des questionnements, etc. Faire des retours aussi sur les créations. Donc, vraiment être clair sur ces différentes étapes, ça va vous aider à comprendre un petit peu tout le fonctionnement de la personne. C'est aussi essentiel de savoir le nombre de concepts créatifs qui vont être présentés. Il y a des graphistes qui font avec concepts proposés, donc ils misent vraiment tout sur ça. Et il y en a d'autres qui vont proposer deux univers ou 4 en illimité, etc. Donc, il faut aussi voir ce qui vous correspond. Est-ce que vous faites confiance à la personne sur 2 concepts, par exemple, ou est-ce que vous avez envie d'être vraiment immergé et d'avoir toutes les pistes que la personne recherche, même si ça n'a pas été trié, par exemple. Ensuite, c'est intéressant aussi du coup de savoir combien il y a d'ajustements, donc d'aller-retour entre vous et le graphiste pour réaliser justement toutes les modifications en fait que vous voulez faire. En général, il y a un nombre d'allers-retours qui est limité dans le sens où s'il y en a en plus, ça sera surfacturé parce que tout simplement, l'idée, en fait, c'est de vraiment venir de venir regrouper tous les questionnements que vous avez, tous les ajustements que vous voulez pour que les modifications soient, je ne trouve pas mon mot, que tout soit fait en même temps, en fait, que tout soit condensé et que la personne, ça lui fasse aussi gagner du temps en face. Ensuite, c'est intéressant, c'est important et essentiel de savoir quels éléments du coup seront livrés à la fin de la prestation. Donc, par exemple, pour une identité visuelle,
C'est important d'avoir le fichier des logos sous plusieurs formats. C'est important aussi d'avoir un fichier qui regroupe les éléments au niveau des codes couleurs que vous allez pouvoir réutiliser derrière, le nom des typographies qui sont utilisées pour votre communication. Tout ça, c'est des choses qui doivent être regroupées en fait, sur un seul et même fichier pour vous faire gagner du temps derrière et que vous puissiez communiquer avec cohérence sur tous vos supports de communication. Ensuite, il y a un autre point qui n'est pas souvent abordé, c'est la question des droits d'auteur. Donc, de manière générale, les projets créatifs, vous devez avoir le prestataire, donc ça peut être un graphiste, un illustrateur ou tout autre prestataire. C'est important qu'il vous livre une cession de droits d'auteur qui vous permet d'utiliser les fichiers en toute légalité. C'est quelque chose qui généralement peut être inclus dans le tarif sur des sessions classiques pour par exemple déposer votre nom de marque, enfin l'identité visuelle, pardon, le logo à l'INPI, pour utiliser le logo sur vos supports de communication, etc. C'est des choses qui paraissent essentielles, mais il faut quand même la session. Par contre, si vous avez besoin de commercialiser la création, par exemple, vous souhaitez que le logo ce soit finalement un logo pour une marque, par exemple, de vêtements, en général, ça va être surfacturé. Il y aura une cession de droit payante en fonction de l'étendue du projet qui est nécessaire. Donc, tous ces aspects-là, c'est des aspects qui sont... c'est important d'en avoir conscience pour l'aborder aussi avec le graphiste et être sûr, du coup, qu'il vous délivre l'autorisation d'utiliser vos fichiers. Ensuite, vous pouvez aussi prendre connaissance des conditions générales de vente du prestataire qui doivent être fournies aussi pour cadrer toute la collaboration et bien comprendre ce qui va être fourni ou pas et aussi les détails un petit peu au niveau de ça peut être s'il y a un problème, que la collaboration s'arrête, comment ça se passe, etc. Et ensuite, les modalités de paiement. Donc, est-ce qu'il y a un acompte qui est demandé? À quel moment vous versez chaque partie, etc. De la globalité du projet. Donc, ça, c'est un petit peu les éléments avant de signer pour être sûr de vous embarquer dans quelque chose qui vous parle et vous êtes OK avec tout ça. Et plus la collaboration elle est cadrée, moins il y a de risque du coup que ça dérape. Ça paraît logique, mais voilà, c'est des petits points de vigilance que je souhaitais vous apporter. Et ensuite, donc pendant la collaboration, pour vraiment faire en sorte que ça se passe bien, alors déjà l'idée, ça va être que, c'est comme ça je pense qu'on fonctionne tous, plus vous allez sentir, plus vous allez être impliqué et enthousiaste dans le processus, forcément plus la personne en face, elle va être comme ça aussi, elle aura envie de donner en fait son maximum pour vous apporter un résultat qui vous satisfait. Et du coup, c'est intéressant aussi et important d'être là pour échanger avec la personne, d'être disponible en fait à toutes les étapes justement qui ont été définies dans le projet pour que tout se passe avec le maximum de fluidité et aussi que du coup les échanges soient efficaces. Parce qu'au final, et je pense que c'est pareil pour vous, si vous avez besoin de réponses, vous n'avez pas envie d'attendre 2 à 3 semaines que la personne fasse enfin une réponse à votre mail ou autre. Donc, la disponibilité de vous, mais bien évidemment aussi du graphiste en face, ça a vraiment son importance. Et ensuite, ça va être aussi de réussir à faire confiance aux prestataires que vous allez choisir, dans le sens où je sais que beaucoup ont du mal à s'assurer que le résultat sera à la hauteur de leur espérance. Et en fait, on ne peut jamais être sûr à 100% tant que le résultat n'est pas visible. Et en même temps, s'il n'y a pas cette confiance-là, ça risque de poser des tensions à l'intérieur de votre relation. Et si vous avez vraiment choisi votre graphiste avec conscience que vous avez passé les étapes précédentes que je vous ai livrées, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si vous êtes OK avec son processus, si son portfolio vous plaît, etc. Et le rôle du graphiste, ça va aussi être de vous guider, de vous proposer des choses qui vont peut-être vous sembler à un moment être un petit peu ambitieux sur certains aspects. Et en même temps, si le graphiste a un processus bien défini aussi et qu'il arrive à vous expliquer ses choix, tout ça, en fait, c'est important de rester ouvert à ces discussions-là parce que du coup, on a un œil aussi
au niveau de la création graphique, tout simplement. Et du coup, on est là aussi pour vous guider sur tous ces aspects-là. S'il y a des questions que vous avez, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le choix créatif de votre graphiste, n'hésitez pas à lui demander. Il faut vraiment que ce soit clair pour vous et que vous soyez satisfait à la fin. Je sais que j'ai déjà entendu l'histoire de quelqu'un qui a fait appel à un graphiste et qui n'a pas osé lui dire que le résultat ne lui plaisait pas à 100%. Il a fini la collaboration et du coup, il a dû réinvestir en quelqu'un d'autre pour avoir un autre résultat. Et ce n'est pas l'objectif, bien évidemment. Vous payez une prestation, il faut que vous soyez satisfait. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on est là pour vous proposer des pistes. Bien évidemment, c'est très rare qu'au premier jeu créatif qu'on vous propose au niveau des concepts, ce soit à 100% validé. Ça arrive, c'est des projets qui roulent, mais en général, c'est pour ça qu'il y a les vagues d'ajustement. On est là pour aussi s'adapter et venir comprendre en fait votre souhait final. Et du coup, par rapport donc au nombre d'allers-retours dont je parlais tout à l'heure, c'est un petit peu le point que j'aborde ici. Plus vous ferez des retours qui seront précis et constructifs, plus votre graphiste il pourra améliorer les concepts créatifs. Dans le sens où dire j'aime, j'aime pas, ça ne va pas vraiment nous guider. Donc, il faut vraiment réussir aussi de votre côté à analyser en fait un max, justement pourquoi tel élément de cette piste-là ça vous bloque un petit peu, pourquoi vous êtes réticent. Peut-être nous donner aussi des exemples de ce vers quoi vous avez envie de tendre pour justement nous guider, parce qu'on n'est pas dans votre tête et nous, c'est tout un processus aussi qu'on a besoin de faire. On a vraiment besoin de rentrer dans votre tête au final. Et du coup, n'hésitez pas aussi à demander... non, excusez-moi, c'est pas du tout, n'hésitez pas, c'est plutôt éviter de demander l'avis de vos proches, sauf s'ils font partie de votre cible. Parce que très souvent, on a tendance à aller demander l'avis à notre famille, nos amis, etc. Sauf qu'ils n'ont pas en tête l'entièreté du projet, ils n'ont pas forcément le brief créatif qui a été défini, etc. Et du coup, c'est un avis qui est très subjectif et qui ne sera pas forcément le bon au niveau stratégique par rapport à ce que vous souhaitez transmettre à votre client idéal. Et c'est vraiment essentiel de garder votre client idéal en tête tout au long du processus créatif pour réussir à tendre vers un résultat qui le fait entrer dans votre univers et dans un univers où il se sent bien. Donc voilà un petit peu. Et du coup, à mes yeux, c'est ce que je mets là pour terminer tout ça. La collaboration parfaite, c'est un mélange entre partage, confiance et respect. Et le tout parsemé d'une belle énergie positive qui nous porte mutuellement. Et voilà, pour ressortir d'une collaboration gagnant-gagnant. Donc voilà pour moi. J'ai terminé. Donc on va passer un petit peu aux questions-réponses. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. J'espère que ça vous a éclairé. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Et si vous souhaitez mes coordonnées, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, moi j'adore échanger avec tout le monde et je suis vraiment très ouverte à ça. Donc n'hésitez pas à venir me parler pour que je puisse répondre à vos problématiques un petit peu plus spécifiques. Merci beaucoup, Lola. On a eu déjà des questions. Il y a Giovanna, d'ailleurs, qui a levé la main. Donc, Giovanna, si tu veux poser toi-même la question, comme ça, ce sera plus facile. Oui. À ce jour, alors, je ne sais pas si j'ai déjà une identité graphique, mais j'ai besoin de quelqu'un pour la réviser. J'ai un logo, une baseline. J'ai un draft de site internet qui, à mon avis, a trop de couleurs. Je me suis laissée un peu porter par... je suis dans le bien-être et j'ai envie de mettre d'un côté la partie relax et d'autre côté la partie joie. Du coup, oui. Voilà, c'est une explosion de couleurs. Je pense qu'il faut que quelqu'un vienne regarder, apporte son œil professionnel. Et donc, j'ai une problématique de site web et je voudrais aussi créer une page LinkedIn qui devrait donc avoir une certaine cohérence avec les sites web. Néanmoins, LinkedIn, il ne faut pas être trop comme ça euphorique.
Est-ce que j'ai besoin d'un graphiste ou d'autre chose, ou d'un web designer voilà. Merci. Alors, il y a des web designers qui font aussi du coup l'identité visuelle. Donc c'est pour ça en fait on a vraiment tous notre spécialisation. Et du coup, soit tu vas avoir envie de quelqu'un qui va juste apporter des conseils pour que toi tu puisses derrière faire les modifications au niveau de justement des couleurs, du choix des couleurs, etc. Peut-être réharmoniser un petit peu tout ça. Soit tu as besoin de quelqu'un qui va vraiment remettre les mains à la pâte et venir te créer quelque chose de neuf pour revenir définir un peu une nouvelle image, une nouvelle énergie à ton projet. Ça peut être la même personne du coup qui va faire ton site ou pas. C'est vraiment à toi de voir si tu veux passer par un seul prestataire ou peut-être plusieurs. Du coup, voilà, ça va être vraiment de te tourner vers la bonne personne. Et c'est en ça, du coup, que c'est intéressant de bien définir tes besoins au départ pour savoir, en fait, vers qui te tourner. Là, comme ça, c'est très difficile de te dire vers qui te tourner sans avoir un aperçu un petit peu de ce que tu fais. Mais de ce que tu me dis, j'ai l'impression que soit il y a un travail à refaire au niveau juste du site internet où on peut déjà remodifier les couleurs et du coup ça peut être tout à fait suffisant peut-être de passer par un web designer, un graphiste web designer qui va t'accompagner là-dedans et des fois même sans retravailler toute l'identité visuelle, si par exemple tu veux garder ton logo, etc., le web designer va pouvoir déjà t'aider sur le changement de ta palette de couleurs, etc. C'est vraiment, ça va dépendre de ton intention en fait de départ. Excuse-moi, toute dernière question. Dans le cas d'une prestation vraiment minimale, hein, du style voilà, que la personne prenne ce que j'ai fait et qu'on voit ensemble les choses à modifier et puis les modifie et fini, est-ce que je peux, mettons le site web uniquement, l'existant, est-ce que je peux envisager un forfait, et si c'est vraiment minime, hein, si tout marche dès le premier cours, sur quelle voilà, dimension, quelle fourchette en serait? Quelle fourchette de prix du coup? Alors ça, c'est une très bonne question, la fourchette de prix. Honnêtement, ça peut aller du simple au triple, au quadruple. C'est vraiment... il n'y a pas de réponse très claire et je suis désolée pour ça, mais par exemple, un logo, tu peux en trouver à 50 € sur des plateformes un peu gratuites. Bon, ben, ça ne sera forcément pas le même travail de réflexion que si tu passes par un graphiste qui justement t'amène dans toute cette démarche-là. Parce qu'un logo, du coup, ça peut aller jusqu'à 1500 €. Si tu veux des supports de communication, bah, ça rajoute, etc. Pareil pour le site internet. Du coup, là, je n'ai pas de tarif à t'annoncer. Ça va vraiment dépendre des personnes vers qui tu te tournes. Et aussi, du coup, si tu cherches un profil exécutant qui va juste mettre en place tes idées ou un profil plus créatif qui va t'apporter conseil et vraiment partir sur la réflexion sur ce que lui pense être le plus pertinent pour ton projet. Du coup, tu peux vraiment trouver toutes les fourchettes. Donc, il faut voir aussi, toi, en termes d'investissement, combien tu es en capacité à mettre pour réussir aussi à trouver des profils qui correspondent à ça. Donc, c'est vrai que la question du prix est très difficile parce qu'il n'y a pas de réponse véritable. Et les standards ou les minimums par heure? C'est pareil, honnêtement. En fait, ça dépend de l'ancienneté aussi du graphiste. Un graphiste qui démarre, qui a 1 an d'expérience, ça ne va pas être le même tarif que quelqu'un qui a 5 ans Voilà, ou c'est 10 un ans graphiste qui d'expérience. démarre. Vas-y. Donc, du coup... Un graphiste qui démarre, il démarre à combien par heure, mettons? Alors, plus par jour, on va dire que ça peut démarrer à 250-300 € jour, comme monter à 500, 600, 700 € jour. Ça dépend vraiment aussi de l'accompagnement du graphiste. Encore une fois, un graphiste qui va juste être là pour exécuter. Donc là, tu vas être plus dans des fourchettes basses entre 250, 300 € par jour. Un graphiste qui va avoir toute cette réflexion par rapport à ta clientèle cible, au final, ton client de cœur, etc.
on rentre vraiment plus en profondeur et là, on est plus dans les 500, 600 € jour. Donc, encore une fois, ça dépend de l'expérience. Enfin, voilà, il y a plein de critères en fait qui font que ça change le tarif. Aussi, mine de rien, le lieu où vit la personne, parce qu'un graphiste qui habite au fond de la Creuse a beaucoup moins de frais, par exemple, qu'un graphiste qui vit à Paris. Et du coup, on ajuste aussi nos tarifs en fonction de ça, forcément. Et donc, voilà, moi, par exemple, pour donner une fourchette de prix, je suis à 480 € jour. Après, en réalité, j'ai des forfaits, par exemple, pour les identités visuelles, qui démarrent, on va dire, à 1200, 1500 €. Mais du coup, il y a vraiment aussi toute cette recherche stratégique. Enfin, je n'ai pas envie juste de créer quelque chose de joli. J'ai envie d'apporter des conseils pour que ce soit quelque chose de durable. L'idée, c'est de garder votre identité visuelle pour les prochaines nombreuses années à venir, j'espère. Et du coup, tout ce travail de réflexion, forcément, demande beaucoup de temps dans le processus. Et du coup, ça augmente aussi forcément les tarifs de la prestation. Donc, un site internet, comme ça, en moyenne, si tu pars sur quelque chose de zéro, avec quelqu'un qui va venir vraiment structurer tout ça, pareil, en moyenne, ça va être entre 1200 et 2000 €, on va dire. Encore une fois, ça va dépendre de toute la démarche. Si tu as déjà une base, par exemple sur WordPress, que la personne peut prendre en main pour effectuer des ajustements, là, ça va peut-être potentiellement te coûter moins cher parce que du coup, il y a déjà une base de travail. Par contre, il faut s'assurer que la personne en face, elle soit OK pour faire ça, parce que des fois, on a une base de travail qui n'est pas forcément saine au niveau de la structure, de l'accessibilité des informations, etc. Et du coup, il y a des personnes, des web designers qui vont vouloir vraiment tout retravailler pour te proposer en fait une expérience maximale, en fait, que le résultat, il soit encore une fois durable. Et que les gens qui viennent sur ton site, ils aient envie d'y rester. Parce que c'est aussi ça le challenge, hein, c'est de faire rester les gens dans notre univers. Et du coup, voilà, selon la base que tu as, soit ça sera cohérent de garder déjà la structure, soit il faudra recommencer. Donc, c'est des questions pas évidentes à répondre parce qu'il n'y a rien de très défini. Mais j'espère que j'ai pu du coup t'apporter quelques éclaircissements. Alors, ça faisait beaucoup écho à la première question qu'on a eue de Kaltrina qui disait, mais dans ce cas-là, comment on fait pour accorder son identité visuelle à notre site web? Donc, si on veut accorder notre identité visuelle à notre site web, quel professionnel solliciter? Oui, là, il y a 2 écoles. Donc moi, par exemple, quand mes clients ils font appel à moi, je ne fais pas les sites web. Donc, par contre, donc, je crée l'identité visuelle. Et après, soit ils ont déjà un web designer avec qui ils ont envie de travailler, soit moi, je leur propose des gens aussi. Donc, j'ai un petit réseau en fait, de partenaires, de collègues partenaires en qui j'ai confiance et vers qui je peux renvoyer. Après, là encore, c'est important d'être au clair avec le processus de l'autre personne, voir si ça correspond, etc. Donc, soit ça peut être fait de manière scindée, soit tu décides de faire appel à un graphiste web designer en vérifiant quand même que du coup, il est force de proposition sur l'identité visuelle si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Après, il y a des web designers qui ont moins ce profil créatif, qui ont plus un profil technique, du coup, de réflexion aussi sur le parcours utilisateur, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, en général, mes clients font appel du coup à 2 prestataires différents. Mais en tout cas, voilà, tu peux chercher des graphistes web designers ou webmasters. Merci beaucoup, Lola. On a eu aussi une question de Eve. Kaltrina, tu voulais réagir peut-être? Non, merci beaucoup pour cette réponse, du coup. Avec plaisir. Si tu as besoin de quelques contacts, n'hésite pas aussi à venir me voir sur Instagram ou LinkedIn. D'accord. Voilà, je suis super ouverte pour discuter. Et puis, si je peux donner des bons contacts pour vous aider, c'est avec plaisir aussi. C'est génial. Merci, c'est noté. De rien. Là, je vais même arrêter le partage d'écran, comme ça, on peut toutes se voir un peu plus facilement. Bonne idée. Voilà, donc je peux y aller, Giovanna? Oui, allez-y. Oui.
Merci beaucoup, Giovanna. Lola, je voulais te remercier vraiment pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment très claire, riche. J'ai l'impression que je peux maintenant écrire mon brief. Mais je suis encore troublée. Mon problème, le voilà, c'est que je vais créer une société qui a un nom, voilà, NHS Paris, et c'est une société, je veux dire, le nom est administratif, même si ça signifie quelque chose. Et puis derrière, j'ai d'autres marques. J'ai une marque qui va parler de mon service parce que je vais faire du coaching, voilà. Et puis, j'ai une autre marque qui va être des produits. Je vais vendre des produits. Et le tout est sous l'ombrelle de NHS. Oui. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je commence par créer l'identité de NHS et puis finalement, mon nom qui suit moi, Eve Giacaï, ça va être le nom de marque. Et puis, un autre nom. Je ne sais pas par quoi commencer, en fait. Très bonne question, très bonne question. Déjà, il va falloir définir si tu as envie justement de communiquer sur le nom principal ou est-ce que tu as envie de mettre en avant les sous-activités. Est-ce que tu as envie que ces sous-activités, elles soient reliées sur un même site? Il y a pas mal de petites choses du coup à prendre en considération. Soit tu peux avoir un nom dérivé, donc par exemple, tu as ton nom NHS, c'est ça? NHS, oui. NHS je sais pas, NHS coaching, NHS, voilà. Okay. Et du coup, tu peux avoir déjà un logo, par exemple, pour NHS et avoir des sous-logos, en fait, qui vont venir définir chaque service. Ou alors, des fois, c'est pas nécessaire d'avoir ça. Tu peux tout simplement avoir NHS, ton site général, et après, en fait, au niveau de la structure du site, définir, là, c'est l'espace coaching, là, c'est l'espace ceci, etc. Et après, dans ta communication, tu peux, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un logo, mais par contre, tu peux avoir peut-être des nuances au niveau des couleurs, tu vois. Par exemple, ce service-là, je vais le mettre en avant avec peut-être telle couleur, telle couleur, etc. Et un autre service avec d'autres couleurs. Par contre, il faut que quand même ce soit harmonieux ensemble, notamment par exemple si tu souhaites avoir un compte Instagram. C'est différent sur LinkedIn parce que les posts, ils ne sont pas mis en petite vignette comme sur Instagram, mais sur le feed Instagram, c'est vrai que c'est important quand même que ce soit harmonieux. Du coup, l'idée, c'est pas de partir sur deux univers complètement différents. En tout cas, si tu souhaites que ce soit sous le nom NHS. Oui. Par contre, si tu as envie de créer deux marques vraiment distinctes, peut-être que NHS, ça ne sera pas visible en soi, à part dans les mentions légales, etc. Exactement. Et là, soit tu te dis, je crée un univers pour le coaching et parce que j'ai envie d'insuffler telle énergie, et un autre univers parce que ça n'a rien à voir et que ça ne se répond pas. Donc là, c'est vraiment très personnel aussi de savoir comment toi, tu as envie de te positionner avec tout ça. Super, c'est clair. Merci beaucoup, Lola. Merci à toi. Alors, il me semblait avoir vu une autre main levée. N'hésitez pas donc à prendre la parole. Je crois que c'est Lorraine. Oui. Alors, moi, je voulais vous poser la question de savoir comment vous réfléchissez aussi au poids du numérique, de chacune des créations, des mises en page de sites web, etc. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 4% de la pollution mondiale. Plus on met de contenu, plus on fait grimper ce chiffre. C'est prévu que ça monte à 10% en 2030. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion aussi là-dessus sur le poids des logos, les couleurs utilisées, les polices utilisées qui peuvent être plus ou moins importantes pour avoir finalement quelque chose d'éco-conçu qui soit durable dans le temps aussi par rapport à cet aspect environnemental? Oui. Très bonne question aussi. Alors ça, c'est vrai que je ne le mets pas forcément en avant et ça va dépendre un petit peu aussi des clients. Mais oui, il y a en effet, donc déjà au niveau des couleurs, le taux d'ancrage en fait, donc ça c'est au niveau, comment expliquer avec des mots simples. Par exemple, quand on fait une impression, du noir demande plus de ressources nécessaires que du bleu pâle, par exemple. Donc ça, déjà, jouer sur les taux d'ancrage, ça va pouvoir faire diminuer du coup la consommation d'encre sur les papiers, sur les supports papier imprimés. Donc ça peut être déjà un premier outil pour venir prendre en compte l'éco-conception. Et au niveau des typographies aussi, en effet, il y a des typographies dites éco-conçues qui vont être alors soit plus fines ou alors elles vont être en linéaire, etc. Enfin, du coup, avec les contours, il y a pas mal de choses du coup qui peuvent jouer aussi là-dessus.
Et là encore, par exemple, sur des typographies, on a tendance, sur des supports de communication, à les mettre en noir à 100%, par exemple sur des brochures ou autres, de diminuer un petit peu le taux d'ancrage pour faire une sorte de gris, déjà bien soutenu pour que ce soit lisible. Bah, ça aussi, du coup, ça va jouer sur l'impact. Moi, c'est vrai que je suis très spécialisée support papier et donc impression, donc j'ai plus d'outils sur ces supports-là. Après, au niveau numérique, le poids des images, donc pour tous les sites internet, il y a un site qui permet de réduire justement le poids sans perdre en qualité. Donc ça, c'est quelque chose d'important à faire. Alors, on peut le faire pour les réseaux sociaux, mais aussi sur le site pour du coup permettre même un meilleur chargement. Tout est plus fluide. Donc, c'est un bénéfice idéal pour tout. Donc, il y a le poids des images. Après, moi, je conseille de communiquer avec conscience, du coup, quand on poste un contenu, de bien comprendre pourquoi on le fait, de ne pas se dire « Ah, il faut que je poste un contenu, je dois communiquer tous les 2 jours ». Non, qu'est-ce que ça va apporter en face? Parce que si on ne sait pas répondre à cette question, c'est que notre contenu, on l'a créé sans objectif précis et il n'aura pas forcément son utilité. Donc, peut-être qu'il vaut mieux pas le créer. Et du coup, en fait, c'est aussi toute une réflexion par rapport à sa stratégie de communication. Les vidéos, par exemple, pareil, ça va prendre plus de poids que des photos, ce qui est un peu problématique, notamment avec Instagram qui pousse beaucoup la vidéo en ce moment. Et du coup, ça questionne beaucoup aussi sur comment faire pour réussir à quand même être visible sans créer de la vidéo sur des choses qui sont éphémères et qui ne sont pas forcément vues. Je conseille aussi du coup beaucoup de prendre en compte le blog. C'est un élément qu'on oublie parfois de communication et pourtant c'est des contenus qui restent et du coup qui ont plus d'impact. Et des fois, il vaut mieux bien communiquer sur un blog, faire une stratégie de référencement naturel, etc., que de créer du contenu très éphémère où au final, il y a 5-10 personnes qui voient notre contenu et puis après, il part dans les oubliettes. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, c'est de supprimer au bout d'un certain moment les publications qui ne sont plus utiles et qui ne seront pas forcément vues parce que du coup, ça perd en pertinence, il n'y a pas besoin que ce soit là. Et de les supprimer, ça permet de faire de la place sur les serveurs. Donc, moi, c'est une réflexion que j'ai en ce moment de remettre à jour mon feed Instagram, de supprimer tous les anciens posts. Les gens ne vont pas les voir. Ça ne sert à rien que ce soit là. Et donc, voilà. Donc, c'est beaucoup de réflexion sur comment on a envie de communiquer et quel message on a envie de faire passer aussi, je pense. Merci Lola pour ta réponse. Top. Merci beaucoup Lola. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas encore, on en prend 2-3 minutes. Sinon, on se dit au revoir et on se dit à bientôt peut-être pour de nouveaux webinaires et de nouveaux événements. Encore des questions? Est-ce qu'il est possible d'avoir le solde? Les slides, oui, bien sûr, bien sûr. En l'occurrence, donc, comme je vous disais, donc Social Builder, on organise des formations, des événements très régulièrement. Aujourd'hui, ce sera le dernier avant septembre, puisqu'on va prendre une petite pause estivale avec les événements. Mais vous aurez absolument toutes les slides. Je m'occupe de monter ce webinaire également. Donc, j'ai pris un petit peu de retard sur les précédents. Donc, vous n'avez peut-être pas reçu encore le lien du replay. Mais de toute façon, abonnez-vous peut-être à la chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez une notification dès qu'un webinaire est remis en ligne. En tout cas, durant l'été, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et on se retrouve donc le 1er septembre, tout frais, tout beau pour les premiers événements. Donc, merci beaucoup Lola pour ton temps, pour tous ces conseils. Merci à vous. Merci à vous toutes aussi d'avoir été là. C'était extra et je suis contente du coup que ça vous ait plu et que ça puisse vous être utile. J'espère vraiment que ça va vous aider pour passer à l'action et réussir à communiquer vraiment avec le cœur et avec plaisir. En tout cas, notre communauté Suns était là en force. J'ai vu de nombreuses entrepreneuses qui sont présentes, d'autres personnes qui viennent régulièrement à nos sessions. Mais en tout cas, ça nous fait très plaisir de pouvoir créer ces échanges. À très vite, tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci pour tout.